Ce dimanche, d'abord cette ordonnance du président de la République Paul Biya portant modification du budget en cours de l'année 2019. Une ordonnance qui, selon quelques tabloïds cette semaine, prévoit également des provisions de l'ordre de 80 milliards de francs CFA dans la perspective des prochaines échéances électorales annoncées au cours de cette année 2019. Dans cette édition du journal, nous décrypterons les grands axes de cette ordonnance et son impact sur le budget en cours d'exécution dans notre pays. En deuxième sujet, selon la presse cette semaine également, l'État a respecté ses engagements pour ce qui est du paiement des précomptes. Le chiffre avancé par l'Œil du Sahel cette semaine évoquait un peu plus de 146 milliards de francs CFA qui ont été sortis des caisses du Trésor public. Ce paiement peut-il véritablement enclencher le verrou de l'accélération de ces chantiers? Le Cameroun devrait pourtant avoir son test miniature l'année prochaine avec l'organisation du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et puis, que faut-il véritablement attendre de la session parlementaire qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé, où les députés et les sénateurs vont de nouveau entrer en conclave pour environ 30 jours. Il s'agit, selon quelques spécialistes, d'une session qui pourrait marquer la fin de la législature en cours. Faut-il en attendre grand-chose, vu le contexte socio-économique et politique dans notre pays? On en parle également dans cette édition de Politiquement Incorrect ce dimanche. Les codes de conduite sont donc inchangés, ne rien dire pour plaire, tout dit pour construire. À tout de suite. Ce dimanche, ils sont donc 4 à nous avoir rejoints pour cette édition ce dimanche. Je vais donc décliner le profil du panel. Valérie Mandingue est là pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bon dimanche, Valérie. Bon dimanche à vous, merci. Et je souhaite aussi bonjour à l'ensemble des co-panélistes qui sont ici sur ce plateau et aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent au Cameroun et à l'extérieur. À proximité de Valérie Mandingue, on a Armel Sangou qui représente le PURS ce dimanche, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Il est également chercheur, doctorant, je crois que c'est cela, chercheur à l'université de Douala. Bon dimanche et merci d'être venu ce dimanche. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je réponds présent à cette invitation. Après moult jours, pour ne pas dire mois, passés sans repasser ici, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous rejoins et je salue tous les téléspectateurs et tous les co-panélistes. Je voudrais également présenter ce dimanche Marcel Malanga qui est avec nous pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Marcel, bon dimanche. Oui, bon dimanche à tous les téléspectateurs de télévision. Je ne suis pas Marcel Malanga, je suis Malanga Yeke. Malanga Yeke, j'y arrive. On va rapidement s'organiser à modifier ce petit lapsus-là. Juste à proximité de vous, Malanga, on a donc Georges Christian Biteke, qui est le maire de Nitoukou. Il est également architecte, secrétaire général d'ailleurs de l'Ordre des architectes du Cameroun. Bon dimanche et merci d'être venu. On va donc débuter cette phase d'échange ce dimanche avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. D'abord avec vous, Armel Sangou, qui êtes donc chercheur en sciences politiques. C'est peut-être le sujet qui semble nous intéresser ce matin. Cette ordonnance du président de la République, Paul Biya, qui procède donc à la modification du budget en cours pour l'année 2019. Est-ce qu'il s'agit d'une ordonnance qui vous a surpris ? Pas du tout, parce que vivant au Cameroun, c'est des pratiques qui nous sont déjà habituelles. Déjà, il faut rappeler qu'il s'agit de l'ordonnance numéro 2019/001 du 29 mai 2019, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2018/022 du 11 décembre 2018, portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019. Déjà, il faut le dire que l'élaboration du budget et de la loi des finances d'un État ne se fait pas de manière ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, car c'est un processus complexe, voire même complexifié,
qui prend en compte un certain nombre de paramètres et d'indicateurs. Ce travail est couronné et guidé par un principe sacro que les économistes appellent en politique économique l'équilibre budgétaire. Si le budget doit être en équilibre, cela signifie qu'il ne doit pas y avoir plus de dépenses que de recettes. C'est ce qu'on a appelé la rationalisation des dépenses. C'est l'interdiction du déficit. Mais cela signifie aussi qu'il ne doit pas y avoir plus de recettes que de dépenses. C'est l'interdiction de l'excédent. Voyez-vous, au Cameroun, ce n'est pas une première parce que l'année passée, le président a également eu à prendre une ordonnance modifiant la loi de finances en cours. Si, en sciences politiques, on dit gouverner, c'est prévoir. C'est des choses que le président de la République et son gouvernement devraient prévoir parce que l'élaboration du budget d'un État passe par l'identification des besoins d'un État. C'est vrai que c'est prévisionnel, mais à partir du moment où le budget est rationalisé, on ne peut pas arriver à ce genre de déphasage parce que modifier la loi des finances dans une année en cours est grave. Parce que cela va bouleverser non seulement les politiques publiques, mais aussi la coordination gouvernementale. Donc nous disons que si le président de la République se trouve toujours à chaque fois à prendre des ordonnances pour modifier la loi des finances qui, elle, est votée par l'Assemblée nationale en novembre, il faudrait dire que cela montre qu'ils sont en crise parce que c'est un travail qui se fait de manière rationnelle, c'est un travail qui prend en compte un certain nombre de paradigmes et de paramètres, voire d'indicateurs. Et nous finissons en disant que il serait très important que pour des années à venir, que le président de la République et son gouvernement, les gens qui l'accompagnent, puissent se mettre, n'est-ce pas, à l'école des, comment dirais-je, c'est-à-dire, ils puissent, n'est-ce pas, mettre en exergue les principes économiques. On ne peut pas quand même nous dire que ce gouvernement n'a pas d'économistes, n'a pas d'experts. Il y a des économistes qui peuvent faire ce travail et qui peuvent, n'est-ce pas, bien élaborer un budget. Est-ce que on ne savait pas que les élections municipales, régionales et législatives devaient se passer en 2019, après les élections présidentielles de 2018? C'est des choses prévisibles, c'est des choses qu'on prévoit. Ce ne sont pas des choses qui arrivent au hasard. Gouverner, c'est prévoir. Il fallait que le gouvernement sache que les élections municipales, législatives et régionales devraient se passer en 2019 et ils devraient incorporer, n'est-ce pas, ça dans leur budget. Puisque cette modification de la loi des finances, n'est-ce pas, réside sur le prétexte selon lequel il faut financer les élections municipales, législatives et régionales. Mais c'est une aberration. Alors, Valérie, vous partagez cette analyse qui consiste à penser finalement que cette ordonnance du président de la République qui modifie le budget en cours est peut-être une pratique qui est finalement une pratique récurrente, mais qui est une pratique aujourd'hui qui pose quelques questionnements sur les prévisions budgétaires au cours de cette année. A-t-on fait les bonnes prévisions? Et cette ordonnance est-il l'ordonnance de trop? Monsieur Sango, je voudrais rappeler ici à mon jeune copanéliste du PULS que si gouverner c'est prévoir, je pense que le 7 octobre 2018, nos concitoyens ont fait le choix de la prévision sur les 7 prochaines années. Et cela a été sanctionné le 22 octobre 2018. Ceci étant dit, M. Sango, sur le plan du droit, la modification de la loi des finances par ordonnance du président de la République est conforme parce que les lois des finances incorporent en elles-mêmes la voie de modification, effectivement, comme on vient de le dire, par ordonnance du chef de l'État. Lorsqu'on parle de budget, on parle bien entendu d'un certain agrégat en termes de prévision et en termes de réalisation. Donc, lorsque dans l'élaboration de la loi des finances 2019, il était déjà clairement indiqué qu'une enveloppe avait été allouée aux échéances électorales, à savoir les municipales et législatives, qui étaient de 50 milliards. Maintenant, à l'annonce des régionales et de la mise en place des régions, il était clair qu'un ajustement devait s'y affairer
parce qu'effectivement, il fallait que de façon harmonieuse, l'État du Cameroun puisse pouvoir tenir dans les délais l'ensemble des échéances électorales qui avaient cours pour cette année. Ça, c'est le La question BABA. est de savoir si finalement le gouvernement, à travers cette ordonnance du président de la République, n'agit pas comme si l'on est surpris de l'organisation de ces élections régionales-là. C'est peut-être là la question. Non, dans l'élaboration, puisqu'il y a le prévisionnel. Le prévisionnel, c'était les municipales et législatives. Le président ayant maintenant annoncé les régionales et la mise en place des régions, il est clair qu'il y a un réagissement, mais il faut aller plus loin. Ce budget est pratiquement passé. C'est vrai que ce n'est pas la thématique de l'émission, c'est-à-dire l'objet de l'émission n'est pas ici la loi des finances en elle-même. Mais, M. Sangou, il est à noter ici que nous sommes passés de pratiquement 4 800 milliards à 5 212 milliards, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont mis en jeu. Lorsque, en fin d'année 2018, nous avons eu seulement au niveau de l'accroissement, par exemple, de la pression fiscale qui est passée de 13,4 à 13,5%, nous avons eu des marges excédentaires en termes de réalisation physique au niveau de nos entrées budgétaires. Donc, il fallait incorporer pour qu'on ne se retrouve pas avec des excédents qui seraient non conformes même à nos prédispositions constitutionnelles. Donc, le chef de l'État, dans sa posture dans sa posture d'ordonnateur, parce que dans le cas d'espèce, c'est un projet qui est parti, il a déjà été mis en place. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons dérouler dans l'émission, nous allons savoir pourquoi on passe de 50 à 80 milliards. Parce que nous avons effectivement eu des recettes qui se sont ajoutées à ce qui avait été prévu et donc qui normalement nécessitaient un ajustement ou un réajustement de ce qui avait été prévu. Malaga, avec vous, je voudrais peut-être qu'on aborde la question de ce budget en termes de perspective électorale. Certains journaux cette semaine ont clairement indiqué qu'à travers ce réajustement du budget, il s'agissait véritablement de préparer de manière harmonieuse les prochaines échéances au Cameroun. Le chiffre 80 milliards de francs CFA, municipales, législatives et régionales, cela vous paraît raisonnable? Si vous permettez, avant d'aborder votre question proprement dite, je voudrais faire ici un coup de gueule. Un coup de gueule qui se rapporte à l'attitude de certains civil servants au Cameroun. Nous avons vécu un événement hier. L'UPC avait un meeting à Edea hier. Le maire d'Edea Premier, qui est le responsable local, a déposé une déclaration de manifestation du 27. Du 27 jusqu'au 7, au soir à 17h, il avait le récépissé en main. C'est au 7 à 17h qu'on ne lui notifie même pas la décision d'interdiction. Il la découvre seulement en train de circuler dans la rue, une décision d'interdiction, en train de circuler dans la manifestation. Alors il faudrait que nos responsables, certains de nos civils servants comprennent que le Cameroun nous appartient à tous et qu'ils se départissent un peu de la notion de commandement et qu'ils se mettent vraiment à l'administration. Parce qu'ils sont dans la logique du commandement et non de l'administration. On est passé à un cheveu d'une émeute hier. Je crois que le Cameroun n'a pas besoin de querelles supplémentaires. Maintenant, je vais revenir, donc, cela étant dit, je vais revenir à votre préoccupation. Je n'ai pas bien étudié cette ordonnance, je n'ai pas vu de manière diagonale, mais j'ai vu qu'il y a 4 visas. La Constitution, la loi sur le régime financier, le décret portant l'organisation du gouvernement et bien d'autres. Bon, alors, maintenant sur les perspectives électorales cette année qui semblent se préciser. Sur la régularité de l'ordonnance, je crois qu'il n'y a pas de problème. Personne, parce que vu tous les visas, bien ou mal, je ne sais pas, vu tous les visas, l'ordonnance est régulière. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant sur le fond, je crois que le président de la République, bien qu'il ait exercé un de ses droits, nous ramène à la sempiternelle question
qui consisterait à se poser des questions. Est-ce que au Cameroun, on fait véritablement des choses sérieusement? Ou alors, le budget de l'État est une sorte de rente pour certains individus qui peuvent jongler avec. Parce que de toute façon, ce que je constate, c'est que selon l'ordonnance, on est passé de 4 850 milliards à 5 200 milliards de francs, soit une augmentation de près de 360 milliards. Et quand on lit la loi sur le régime financier de l'État, c'est-à-dire que les recettes ne peuvent pas bouger sans qu'il y ait des impacts, ne doivent pas bouger sans qu'il y ait des impacts sur les dépenses. Quelque chose comme ça. Et on parle de contraction de dépenses, je ne peux pas aller dans maintenant pour revenir aux 80 milliards des élections. Mais tout le monde entend les frères du RDPC dire souvent que les élections, le calendrier électoral est fixe, qui devrait être connu de tous, partir d'une élection antérieure. Si on sait que le mandat c'est 5 ans, on calcule 5 ans sur le mandat antérieur pour trouver la date de l'élection suivante. Je me pose donc des questions, une de plus. Qu'est-ce qui peut motiver une telle augmentation du budget par voie d'ordonnance? Et en quoi cette augmentation pourrait-elle être utile au petit peuple qui a besoin d'eau, d'électricité, de routes et bien d'autres commodités primaires? C'est honnêtement, quand vous regardez même ces textes, ils sont conçus de manière très très savante. Le petit peuple n'y comprendrait rien des tableaux, des chiffres de variation, des ajustements qui sont faits au point. On dit que les statistiques sont là de mentir avec précision. Je crois que le budget au Cameroun est un document qui facilite le rôle en toute tranquillité. Joseph Georges, Christian Bieteke, vous êtes le maire de Nitoukou. Je voudrais peut-être qu'on se focalise sur cette enveloppe prévisionnelle qui est annoncée pour cette élection-là. Vous avez un mandat qui a été prorogé l'année dernière par décision du président de la République, Paul Biya. Vous accueillez l'organisation d'un scrutin cette année parfaitement? Oui, moi ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas de feu dans la maison. Le Cameroun est gouverné, contrairement à ce que les gens pensent. Le problème au Cameroun, c'est que chacun doit faire son travail. En ce qui concerne l'ordonnance du président, tel que disait l'aîné tout à l'heure, est-ce qu'il est dans son droit? Oui. Au vu des prérogatives que lui donne la Constitution dans son article 5, c'est lui qui assure l'arbitrage et le fonctionnement régulier du pouvoir public, par exemple. Donc ça veut dire que le budget étant quelque chose de flexible, il y a des conditionnalités pour réajuster. Donc, et c'est ce que le président fait. Et le budget de l'État, c'est quelque chose qui nous appartient tous. On n'a pas besoin de connaître dans le budget, il y a des contributions, il y a les impôts, il y a des entrées. Et au fur et à mesure que ça avance, il y a des réajustements qui sont légaux et possibles. Donc, lorsque le président prend une ordonnance de cette façon, ça montre même encore que le Cameroun est gouverné. Parce que le contraire, ce serait autre chose. Donc, dire certaines choses et aussi dire que c'est par rapport à ça qu'on va faire les forages, non, c'est pas ça. Le budget prévoit d'autres choses. Les communes doivent faire leur part du travail. Les communes doivent faire leur forage. C'est de ça qu'il s'agit, que chacun fasse son travail. Moi, je pense qu'on mélange un peu tout maintenant au Cameroun. Tout le monde veut faire tout. Que chacun fasse son travail. On critique tout. Là, on lit, par exemple, l'ordonnance présidentielle, il y a des visas. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des visas. Le visa, c'est quoi? On n'a pas besoin de tous connaître ce que c'est. Que chacun fasse son travail. Moi, je pense que c'est un peu ma position. Que chacun fasse son travail et les choses vont continuer à marcher correctement. Docteur Salmon Ebele, est-ce que cette ordonnance du président de la République peut entrer dans la flexibilité, dit-on, du budget, avec cette annonce phare au sujet du scrutin cette année? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. le maire, M. Bieteke. Et je voudrais ici tout de suite dire, en spécialiste de la chose, que cela relève de ses prérogatives. Parce que dans le principe, le budget, c'est un équilibre entre les recettes et des dépenses. Mais, attention, dans les
recettes, ce sont les recettes qui font augmenter les dépenses. Mais dans les recettes, qu'on le veuille ou pas, il y a des parties flexibles. Parmi les parties flexibles, il y a l'endettement. Dès qu'on augmente l'endettement, on peut faire certaines choses ici. On peut décider de faire un certain nombre de choses additionnelles. Dès l'instant où on a augmenté l'endettement, tout à fait possible. Le Cameroun n'est que à 38% de son produit national brut. Il y a des pays qui sont à 100% tels que la France et ainsi de suite. Ça veut dire que quelque part, d'ailleurs, on dit souvent clairement que nos États par essence sont sous-capitalisés. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes des États qui, en réalité, ne sont pas dans leur plein potentiel. Demain, si nous sommes dans notre plein potentiel et qu'on essaie de valoriser tous les acquis que nous avons, non, nous ne serons pas à 5200 milliards de francs CFA. On en serait à 20 000, voire 30 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès l'instant où certaines parties des recettes, je fais fi des impôts qu'on ne peut pas gonfler du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qu'on sait gonfler très rapidement, c'est relativement l'endettement. Ça veut dire que, qu'est-ce qui empêche, si jamais le Cameroun a quelques ouvertures par rapport à son endettement, dans la mesure où ici, le principal problème c'est l'investissement, on augmente l'investissement et tout naturellement on s'endette un peu plus, parce que naturellement, dès l'instant où on aura augmenté l'investissement, cela va se refermer automatiquement du fait de la plus-value qui a été générée. Le problème reste par rapport éventuellement à l'usage de cet argent, ça c'est un autre débat. Mais ce qui est certain, n'en déplaise à ceux qui sont à tout le temps des turférets du pouvoir, entre autres moi de temps en temps, pour une fois, le président est dans ses prérogatives et c'est possible. Armel, je voudrais qu'on analyse un peu ce nouveau budget-là, ou alors ce réajustement-là. On parle d'à peu près 24 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires et douanières qui sont attendues au cours de cette année. On parle de près de 26 milliards de francs CFA de dépenses ou alors d'économies qui seront faites sur la masse salariale. On évoque également 50 milliards de blocage de précautions entre autres pour justifier cette augmentation substantielle du budget. D'abord sur la hausse de la fiscalité, des recettes fiscales, vous êtes convaincu qu'une telle décision ne peut pas entraîner une véritable pression fiscale? Permettez-moi de dire d'abord qu'on ne doit pas désorienter le débat qui est dans l'ordre du jour aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si le Cameroun est gouverné ou alors si l'ordonnance du président de la République est conforme au droit ou pas. Alors, si le Cameroun est gouverné, de quelle manière est-ce que ce Cameroun est gouverné? Nous sommes là en train d'interpeller la bonne gouvernance. C'est cette bonne gouvernance-là qui va permettre l'amélioration des conditions de vie de la population. J'ai parlé tout à l'heure de l'équilibre budgétaire de cette ordonnance-là, dans ma première prise de position. Oui. Il faut déjà rassurer les téléspectateurs que lorsque l'équilibre budgétaire, qui est un des principes de la bonne gouvernance, il faut le dire, oui, est respecté dans un État, il y a protection du bien commun, c'est-à-dire le bas peuple, le citoyen lambda qui est en Doba, chez moi là-bas où il n'y a pas la lame, il ressent une sorte d'âme, il se sent protégé. En revanche, lorsqu'il y a déséquilibre, qui est un indice de la mauvaise gouvernance, le peuple est, n'est-ce pas, désorienté. Moi, je suis ici en train de parler pour le peuple, parce que c'est le peuple qui subit, n'est-ce pas, cette augmentation des chiffres. Moi, je ne vais pas entrer dans l'analyse de ces chiffres mirobolants, puisque chaque jour, chaque année, on évoque des milliards au Cameroun. Dans des chiffres, mais on ne voit pas la répercussion de ces milliards-là dans l'assiette d'une ménagère. C'est ça le problème. Comment faire une adéquation entre les finances, entre les millions, les milliards qu'on évoque chaque année et l'amélioration des conditions de vie de la population? Quant à ce qui concerne, par exemple, l'analyse, n'est-ce pas, de ce budget, moi je suis pessimiste et sceptique là-dessus parce que le système nous a toujours montré comment est-ce qu'il gère leurs finances. Chaque fois qu'il vote un budget, ce budget-là n'est pas toujours alloué, du moins ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, utilisé rationnellement à ce pourquoi ils ont voté ce budget. Moi, je reste pessimiste sur ce budget-là. Et ce qui est sûr, il y aura, n'est-ce pas, pression fiscale. Et dans cette pression fiscale-là, qui va subir? Qui va souffrir?
ce ne sont pas les directeurs, ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas les présidents. C'est le citoyen lambda comme moi qui va subir sur cette pression fiscale. Moi, je pense qu'il est temps qu'on doit s'accommoder des principes de bonne gouvernance. On doit chercher chaque année à respecter l'équilibre budgétaire. L'ordonnance du président de la République est conforme du point de vue du droit. Mais il s'agit là des exceptions. Ce n'est pas que ça doit devenir, comme disait Bourdieu, l'illusion du toujours ainsi. Lorsqu'on voit, par exemple, les pays qui nous environnent, ça ne se passe pas comme ça régulièrement. Mais ici, chez nous, ça a l'air de devenir une chose, n'est-ce pas, sempiternelle et traditionnelle. Il veut déjà nous habituer à ce genre de pratiques. Et il faut dire que ces exceptions, c'est des exceptions qui arrivent dans des cas vraiment, vraiment exceptionnels pour exceptionner de la tautologie. Il ne faudrait pas que chaque année, qu'on en arrive, n'est-ce pas, à modifier la loi de finances, qui, elle, est votée en fonction des paradigmes et des indices précis d'un État. Valérie, sur les spécificités de cette ordonnance-là, certains ont cru y voir une réduction de la masse salariale. Cela veut dire quoi concrètement? Que l'État veut s'attaquer au train de vie qui est aujourd'hui jugé dispendieux? J'aimerais indiquer quelques secondes avant de répondre à votre question que le panéliste précédent semble perdre de vue quelque chose. C'est vrai, nous sommes des politiques, mais toute raison gardée et tout bon sens gardé, il faut toujours noter que dans les 80 milliards qui ont été pratiquement posés sur la table, nous sommes ici face à la réalisation de 3 échéances. Il ne faut pas qu'on sorte du sujet, c'est ça la thématique principale. Qui sont celles des municipales, des législatives, mais ce qui devait, moi je pensais que ça devrait beaucoup plus vous intéresser, les régionales. Les régionales c'est quoi? Les régionales c'est le transfert de compétences et de ressources aux collectivités décentralisées. Donc, lorsque vous parlez du peuple, mais le président est en adéquation avec son peuple, puisqu'aujourd'hui, l'une des réponses à l'endroit des crises que notre pays traverse en ce moment est celui de l'autonomisation des régions. Aujourd'hui, les populations ont besoin de se prendre en charge, de prendre en charge leurs problèmes, de prendre en charge leur réalité quotidienne, parce que la centralisation de l'État a montré ses limites. Et, compte tenu de la Constitution de 1996, il est question qu'on passe à un État décentralisé moderne. Ça, c'était pour le petit recadrage. La deuxième chose, Monsieur Sango, pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, je voudrais dire ici que à la lumière ou à la lecture de l'ordonnance du chef de l'État, il y a des bons points. Comme le disait le spécialiste en la matière, nous ne pouvons pas qu'à tout moment tirer sans essayer de voir ce qui a été bien fait. Vous vous rendez compte aujourd'hui que le ministre Motazé, sur l'opération de comptage physique des fonctionnaires, a réalisé, M. Sangou, près de 30 milliards d'économies à l'État. Ces 30 milliards qui seront redistribués ailleurs. Vous parlez du panier de la ménagère. La banque des petites et des moyennes entreprises a été récapitalisée à près de 10 milliards. C'est des Camerounais, c'est un contribuable qui va pouvoir avoir une ouf de soulagement en termes d'investissement et surtout, je pense que cela vous intéresse beaucoup, la création d'emplois. Parce que c'est par cela qu'on joue sur quoi? On joue sur la capacité à toucher le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat des Camerounais, c'est de ça dont il est question. Maintenant, pour revenir à la question plus techniquement, ici, il est indiqué que sur le plan de l'ordonnance qu'a pris le président de la République, il y a eu un état des lieux. À 5 mois après le début de cette année, les partenaires financiers de l'État du Cameroun, à savoir le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ont eu à faire avec l'État du Cameroun des ajustements, notamment pour maintenir le déficit du solde à 2%, du solde budgétaire à 2% d'un. De deux, il y a eu quasiment dans certaines administrations la suppression pure et simple d'un certain type de financement, ce qui permettait plus tard de pouvoir nous recapitaliser pour d'autres projets. Nous n'avons pas que les élections. C'est vrai que les élections sont prévues cette année. Nous avons l'organisation de grands événements. Nous allons avancer dans cette thématique en avant. Mais c'est pour démontrer quoi? Ça démontre d'un que entre les prévisions qui sont faites, parce que pour le cas par exemple de la pression fiscale où nous sommes passés de 13,4 à 13,5%, il est à noter que nous avons réalisé en fin 2018 des excédents.
nous avons réalisé en fin 2018 des performances fiscales qui n'étaient pas celles que nous avions prévues. Donc il était question pour le chef de l'État de réactualiser la loi des finances sur la base des éléments concrets et réels que nous avons, pour ne pas que nous-mêmes nous tombions sous le coup de la loi, M. Sangou. Il faut le savoir. Notre travail, nous les politiques, c'est d'éduquer les populations. Nous avons donc le devoir de vérité lorsque nous sommes face à ces populations. Je vais prendre un autre cas d'exemple, M. Sanjo. Nous sommes un pays producteur de pétrole. Entre les prévisions que nous faisons, pratiquement pour les sessions d'août, lorsqu'on essaye déjà de travailler sur le budget de l'État, et les sessions de novembre qui consacrent en elles-mêmes le début de l'exercice budgétaire qui va prendre cours à partir de janvier, on fait des prévisions. Il y a eu un gap de 20%. Il y a eu un gap de 20%, mais nous avons des recettes ici qui sont passées de 475 milliards à près de 512 milliards. Voilà, énormément. Du fait de quoi? Du fait du rehaussement des coûts mondiaux du pétrole. Et aussi, il faut le noter pour les politiques, et aussi la mise en service des plateformes offshore de production de pétrole, de gaz. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Aujourd'hui, cette ordonnance vise à réajuster un certain nombre d'agrégats qui n'avaient pas été pris en compte. Et vous savez, le Cameroun n'est pas un pays perché sur la Lune. Nous sommes un État qui fonctionne avec des partenaires. Et à chaque instant, nos partenaires et nous-mêmes, nous questionnons sur un certain nombre de choses entre ce que nous élaborons et ce qui est fait techniquement. Docteur Salmon Ebele, vous allez réagir. Docteur Salmon Ebele, je voudrais juste qu'on se pose une question. Est-ce que finalement cette ordonnance, au-delà de l'aspect juridique qui est inattaquable, peut être considérée comme un indicateur de performance? C'est un indicateur de performance. Il est clair que quelque part, lorsque un pays rédige son budget, il faut peut-être clairement expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Tout commence au cours du mois d'août de l'année dernière. Et derrière, tout cela est souvent arrêté en août, septembre, octobre. Au plus tard, c'est déjà arrêté. Puis ensuite, c'est divulgué vers la fin de l'année et validé au cours du mois de janvier. Et ensuite, la loi des finances sort exactement au même moment. Ça veut dire qu'il y a un déphasage retard de 6 mois. Et sur le plan économique, s'il vous plaît, mon copanéliste a dit quelque chose de fondamental. Les recettes camerounaises, c'est-à-dire le budget de l'État du Cameroun, est occupé dans un poste très significatif par les recettes pétrolières. Ces recettes pétrolières tournent autour de 500 milliards de francs. S'il vous plaît, ils étaient descendus brusquement en dessous de 300 milliards de francs. Ils ont augmenté du fait que le pétrole a connu un renchérissement. À côté de cela, nous avons, à côté du pétrole, nous avons également un autre poste qui est très significatif, qui est notamment celui de la loi des finances. C'est la loi des finances, par un certain nombre d'éléments, de décisions qui sont prises, vont faire en sorte que les recettes augmentent ou diminuent. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment concernant la boisson, ainsi de suite. Et tout ceci a généré plus ou moins des recettes additionnelles. Autre chose, s'il vous plaît, que personne ne nous dise, tous les États du monde sont commandés par un tableau de bord, lequel tableau de bord est commandé par la croissance économique. Même en France, dès l'instant où les chiffres de l'INSEE changent plus ou moins la croissance, on réajuste un certain nombre de choses. Vous ne réajustez pas, gare à vous. Vous mettez en déphasage par rapport à un certain nombre de réalités sur lesquelles il faut rester absolument, de réalités économiques. Donc, d'une certaine façon, cela relève tout simplement d'un pilotage systématique du budget. Ce pilotage doit sans cesse faire preuve d'ajustement. Autre chose, s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes dans un ajustement qui est positif. Il se pourrait qu'on soit sous ajustement négatif. Je n'ai pas envie d'être là qu'un oiseau de mauvais augure, mais simplement, les incendies de la Sonara risquent de nous faire réviser tout à la baisse, s'il vous plaît. La Sonara, c'est 1000 milliards, c'est-à-dire exactement le 5e de notre budget. Et la Sonara, à elle seule, tient 6 banques camerounaises, c'est-à-dire c'est la première structure endettée par rapport à 6 banques camerounaises. Et, s'il vous plaît, l'État est propriétaire de la Sonara à 80%. Cela veut dire que, au regard de cet ajustement qui a été fait avant l'incendie, il va falloir encore piloter à nouveau pour revoir certaines choses à la baisse. Parce que la situation est relativement délicate. Si on ne le fait pas,
ben, on va être tapé sur les doigts par le FMI du jour au lendemain. Vous voyez, c'est un pilotage, c'est ma réponse. C'est un pilotage systématique. Et pour dire, je répète, simplement le phénomène de la Sonara va faire en sorte que nous repassons plutôt dans le sens inverse. On va en parler. Malagay Yeki, je voudrais qu'on dise un mot. Vous aviez évoqué la question du panier de la ménagère. Et tout à l'heure, Valérie semblait vous répondre en indiquant que dans cette nouvelle modification du budget en cours, il y a quand même ces organisations d'élections annoncées au cours de cette année. Vous avez souhaité l'autonomisation des régions. On semble tendre vers cela avec l'augmentation de la provision de l'ordre de 80 milliards de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas une réponse justement à la question de cette prise en charge des populations locales? Non, ça n'est pas du tout une réponse. Mais alors, pas du tout. C'est peut-être une réponse à une logique, mais ça n'est pas une réponse aux besoins du peuple. Parce que j'ai entendu les deux panélistes, M. Mantegna et d'autres, défendre quelque chose. Mais ce que vous avez oublié de dire, puisque on est là, et vous les spécialistes, vous êtes là pour mieux nous éclairer, nous du petit peuple. Ce que vous avez oublié de dire, c'est que la dette du Cameroun fait environ un quart du budget, de 1000 et 10% de milliards. Alors quand vous dites que lorsqu'on dégage, on fait de petites économies de bout de chandelle dans des trucs, ça peut permettre que ça améliore la condition de vie du Camerounais, je vous dis non. Non. Vous avez bien évoqué qu'on est sous la pression du FMI, de la Banque mondiale et bien des autres institutions de Bretton Woods, qui eux ne sont pas des organismes caritatifs, hein, et ils font du business. Alors que si vous ne payez pas leurs dettes, ils vous mettent sur un tableau noir et la priorité doit être donnée à ça. C'est pour dire à M. Mandengue que ne croyez pas que parce qu'on a le ministre a dégagé 36 milliards d'une économie, bon en fait on ne peut même pas appeler ça d'une économie, d'une mauvaise gestion des ressources humaines de l'État. Si dans l'économie un argent qui ne devrait jamais même se retrouver où il se retrouvait, cet argent ne sera pas reversé pour le bien-être du peuple. Vous permettez, je vais pouvoir vous prendre un exemple. Non, je ne vous coupe pas, je vais reprendre après. Prenons la route de Niala jusqu'à Tadex, qui pose d'énormes problèmes. Pour arranger cette route-là, si on mettait même 3 milliards pour arranger cette route, qui est une route qui peut rapporter pour une route économique, ça ne résoudrait pas certains problèmes. Si on faisait des réalignements de services de comment ils appellent les gens qui ont nous là, CDE, ils sont encore CDE ou bien Cameroun. La SNEC. Oui, c'est SNEC. Bon, moi je veux qu'on si on faisait ces réalignements, si on prenait un peu d'argent de cet argent-là, parce que vous êtes trop prompt à dire que même en France, ne comparez pas la France et le Cameroun. Vous ne pouvez pas comparer la France et le Cameroun. Vous trouvez jamais une route comme la route de Niala en France ou aux États-Unis. Je dis non, monsieur. Alors il faut arrêter. Mettons-nous dans notre cas. Et quand vous dites le budget, il est préparé, les formes de préparation. Oui, il y a un décret de préparation du budget, tout ça. Ça, c'est bien beau. Hein. Sur le plan des textes, c'est nickel là, au Cameroun. Il n'y a pas à le dire, mais c'est l'implémentation. Parce qu'il y a un cadre de budget. Le président de la République a cité la loi fixant le régime financier de l'État. Et dans son article 4, cette loi dit bien ce qu'est un budget. On n'a pas besoin d'inventer la poudre. Cette loi dit bien ce qu'est un budget et comment il est exécuté. Alors quand vous venez me dire qu'on a fait des économies, voilà justement vous abordez le problème de la Sonara. C'est très bien. Mais ce n'est pas le débat parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune expertise, aucun rapport d'expertise nous disant de quoi il est question à la Sonara. Vous faites allusion à 1000 milliards, je suis d'accord avec vous. Il faudrait peut-être, donc, on part d'une ordonnance à une autre, on est au mois de juin. Il faut attendre une autre ordonnance présidentielle avant septembre ou octobre, parce que la Sonara a pris feu pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, parce que les élections n'ont pas fini. Non, monsieur, s'il vous plaît, je crois que nous devrions avoir un peu de respect pour les gens qui nous écoutent, parce que moi, je me reconnais du peuple, je ne suis pas parmi l'élite. Je dis le peuple souffre, et quand des gens viennent sur des plateaux de télévision, c'est plutôt essayer de trouver des mots qui puissent permettre à ce peuple de rêver encore un peu. Parce que quand on entend... Vous voulez que je mette de l'eau dans votre vin? Une partie du Cameroun n'est pas électrifiée. Une bonne partie de Douala n'a pas d'eau.
un certain nombre d'enfants ne vont pas à l'école. Ils sont 80 dans les salles de classe. Bon. S'il vous plaît, ne venez pas à la télévision vendre n'importe quoi aux citoyens. Merci. S'il vous plaît. Ne vendez pas n'importe quoi aux citoyens. C'est-à-dire que ne venez pas leur dire que c'est parce que le chef d'État a fait X, Y, Z que cela sera résolu demain. Non, pas du tout. Parce que justement, ce n'est pas l'objet du débat. Dans la mesure où, dans votre sens, j'irai plus loin, s'il vous plaît. Il y a un énorme écart entre des décisions qui sont prises, ça je peux convenir, et la réalité sur le terrain et la faisabilité. Mais qu'à cela ne tienne, plus ou moins, ce n'est pas parce que le chef d'État a pris cette décision qu'on va résoudre le problème de mes enfants qui sont souvent pieds nus à l'école, ainsi de suite. Mais attention, ne venez pas vous asseoir ici pour dire que par un coup de baguette magique, on va régler ça. Ah non, pas du tout, ce ne sera pas possible. Et si vous le dites, là il y a problème. Georges, je ne le dis pas. Georges, allez-y. Juste un moment, je vais chuter pour qu'on avance. Je ne chute jamais, je conclue toujours mes propos, je ne chute pas. C'est la même chose. Non. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais dire ceci pour conclure mon propos. Vous faites bien. Mais quand vous dites ça en me pointant du doigt, moi qui ai montré la lune, non, je dis que non, c'est pas à moi que vous adressez là. Vous vous adressez à d'autres personnes, ça c'est clair, parce que vous venez apporter du doigt mon modèle. Je voudrais dire, pour terminer, que monsieur Mandenge, il y a une ordonnance du président de la République qui date de 1999, entre 1999 et 2004, qui interdisait l'exportation du bois en gros au Cameroun, que tout devrait être traité au plus tard, sur place, en 2004. On est en quelle année aujourd'hui? 2019. Des grumiers, vous voyez qu'il n'y a pas qu'à boire. Alors, de grâce, entre les décisions volontaristes du président de la République et leur implémentation pour le bien du peuple, je vous dis, pardon, faites-nous grâce. S'il vous plaît, il y a des moments où quand un certain nombre de choses sont prises, il ne faut pas faire d'amalgame. Si nous n'avons pas un taux de croissance à 2 chiffres, on ne va pas se développer et la pauvreté telle que vous le définissez là, va s'accroître. Dédéqué, je voudrais qu'on sorte de ce premier sujet peut-être avec une question. Comment est-ce qu'on prépare les élections? Bon, avant de venir sur les élections, je ne peux pas laisser dire cette chose. C'est incroyable. Parce que le Cameroun est au travail. Le président fait ce qu'il a fait. Le problème, c'est nous. Le peuple veut, si c'est quelqu'un qui défend le peuple, veut la décentralisation, veut que le pouvoir revienne, que les communes puissent fonctionner. C'est sur ça que le président met maintenant des actions et il y a une accélération qui est faite. Nous avons un ministère, nous sommes, il est peut-être au quotidien avec les populations. Moi, je suis au quotidien avec les populations. Le changement est là. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous parlez de la route de Niala, l'État ne peut pas en un instant faire tout en même temps. Vous ne dites pas que l'axe principal qui mène à l'aéroport est en plein travaux, et en plein agrandissement. Les milliards qu'on devait mettre, on met d'abord dans une prioritaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dès qu'on repart un truc, vous êtes toujours avec un truc. Ça, c'est de la malhonnêteté. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça et pour le jeune confrère, je pense qu'on doit rester optimiste. Parce que si on n'est pas optimiste, ce Cameroun ne peut pas avancer. Nous devons tous nous mettre ensemble pour faire avancer ce pays. Donc chacun doit faire sa part de travail et remettre l'humain au centre. Lorsque le président prend des décisions, il y a des gens qui sont là pour mettre en pratique. Ça veut dire que nous devons mettre en pratique les décisions du président. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet. Juste une petite parenthèse. Tout le monde va dire quelque chose en un mot. Cette ordonnance du président de la République, certains estiment que c'est conforme à la Constitution. Le président, c'est l'une de ses prérogatives. Il a donc usé d'un des leviers que lui confère la fameuse Constitution. Ce sont donc visiblement des prévisions qui semblent s'appuyer sur l'augmentation des cours de quelques matières premières dans le pétrole et quelques économies qui ont été faites à l'échelle de la masse salariale, pour ne citer que ces quelques exemples. Évidemment, les recettes qui ont été faites au niveau de la fiscalité, mais également la douane. C'est une ordonnance, tout le monde est d'accord sur l'approche. La question, Armel Sangou, par laquelle nous allons sortir en un mot, une nouvelle ordonnance, faut-il s'en attendre, avec justement l'incendie de la Sonara? Bien évidemment, puisque nous sommes déjà habitués à ce genre de pratique. Mais avant de conclure, n'est-ce pas, cette thématique, je voudrais, n'est-ce pas, répondre à M. Mandenge, qui dans ses propos précédents a parlé de la pression du FMI. Mais c'est bien. Le FMI, avez-vous peur de la pression du FMI aujourd'hui? Non, je n'ai pas parlé de la pression du FMI. Alors, voilà, le président de la République qui avait
plusieurs années en avant annoncé qu'il ne partira pas au FMI. Quelques années plus tard, il est parti parce que lui-même il a vu qu'il ne pouvait pas être à même de pouvoir installer la bonne gouvernance. Et il faut dire aux téléspectateurs que lorsque le FMI intervient dans un État, c'est que cet État est en crise. Moi, par exemple, je suis en train de travailler dans ma thèse, n'est-ce pas, sur une thématique qui concerne, par exemple, cette pratique-là. L'instrumentalisation de la notion d'aide au développement dans les relations internationales. Je suis en train de vouloir démontrer que les aides qui nous viennent des bailleurs de fonds ne sont pas des aides qui peuvent développer un État. Et je suis en train de travailler et de démontrer avec brio cette thématique. Il faudrait que les gens comprennent. Le FMI n'est pas la solution. Le FMI intervient quand vous êtes en crise et lorsqu'ils interviennent, ils vous imposent leurs pratiques. Vous ne pouvez plus implémenter vos idéologies, vos programmes de gouvernement. Abel, en un mot, est-ce que la Sonara, dont la contribution a été évoquée par le docteur Salmon Ebele, peut nous amener vers une nouvelle ordonnance? C'est prévisible. C'est prévisible. Et je vais finir en disant que les élections régionales, qui sont, n'est-ce pas, ce pourquoi cette loi de finances a été modifiée, c'est un contenant sans contenu qu'on est en train de vouloir livrer à la population. C'est vrai. On doit s'acheminer vers un État décentralisé, voire régional. Puisque lorsqu'on voit la configuration que prend, n'est-ce pas, cette pratique électorale-là, on est en train de vouloir élire les conseillers régionaux avant les conseillers municipaux, ce qui est une aberration totale. Et lorsqu'on voit la Constitution, dans ces régionaux-là, dans ces élections régionales-là, il est prévu qu'il y aura un exécutif qui sera élu, un chef régional qui sera élu, et au-dessus, il y aura un commissaire de gouvernement qui sera nommé par le président de la République. Une sorte d'aberration totale qui ne va pas changer avec ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il est question que si le peuple exige la régionalisation, qu'on donne cette régionalisation-là de manière totale, comme ça se voit en Espagne, comme ça se voit dans d'autres États. On a besoin d'une autonomie des régions totale. Il ne faut pas donner le marteau et retenir la main. Il faut donner ce que le peuple demande. Valérie, en un mot? En un mot, je ne peux que me féliciter d'une chose, c'est que au-delà de l'envolée sémantique du représentant du PUS ici, et aussi de M. Malanga, on comprend très vite quelque chose, au-delà de ce que nos téléspectateurs peuvent ressentir, que nous sommes en face d'une surenchère politique. Monsieur Sangou, lorsque nous, politiques, et je me félicite du travail académique que vous allez abattre d'ici peu, mais je tiens à vous rappeler que une thèse, jusqu'à preuve du contraire, est un ensemble d'hypothèses. Je ne veux pas qu'on rentre ici dans le débat intellectualisé de ce que c'est qu'une thèse. C'est une thèse qui va sûrement répondre à un existentiel. Ce que je veux dire ici, c'est que M. Malanga demandait tout à l'heure en quoi est-ce que l'ordonnance du chef de l'État peut avoir un impact sur la vie, par exemple, de son enfant. Mais c'est à croire, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, que nous voulons tout et nous refusons tout. Pour la simple raison que M. Sangou, moi j'ai mon jeune cadet, il est au lycée de Nieubel. Effectivement, il se plaint des mêmes conditions de vie en milieu scolaire que le fils du spécialiste. Mais à partir du moment où pour acheter un table-banc, il faut aller au niveau du ministère des marchés publics. Quand ça tourne là-bas, ça arrive au niveau de la région. La région, ça arrive au niveau du préfet, préfet, sous-préfet. Et on se retrouve donc dans des situations où on crée en nous-mêmes des agrégats de blocage sur le plan administratif. Aujourd'hui, avec l'autonomie des régions, de quoi il est question, M. Sangou? Mais il est question que écoutez, vous permettez, je vous ai pas coupé. À partir du moment où M. le maire, comme on a ici, le maire de Nitoukou, il sera en possession d'un certain nombre de transferts de compétences. C'est de ça qu'il est question. C'est de la compétence. Aujourd'hui, vous avez vu le sempiternel problème entre, par exemple, la communauté urbaine et l'arrondissement d'origine d'où je viens, Douala 2e, par rapport au marché de Douala 2e. Or, aujourd'hui, avec ce transfert de compétences et ce transfert financier, cela permettra que Madame le maire pourra aisément venir au secours de ces populations en temps opportun. Parce qu'il n'est pas question qu'un enfant souffre lundi, vous venez plutôt le soigner dimanche.
il pourra être mort avant mardi ou mercredi. Donc il est question, c'est de ça qu'il est question, M. Sangou. Nous ne sommes plus ici dans la lecture scientifique de la chose. Nous sommes dans l'opérationnalisation même de la chose. C'est ça le politique. Le politique, c'est ça, parce que nous sommes... Donc, si je retiens, c'est donc urgent, effectivement, de tenir l'organisation de ces élections au Cameroun et la cagnotte qui est annoncée arrive à point nommé. Mais monsieur Msanjo, le président de la République a été réélu sur un certain nombre de réformes qu'il a proposées au peuple camerounais. Maintenant, je vais un peu décrisper l'atmosphère en disant à notre spécialiste à la matière de ne pas s'alarmer sur le cas Sonara. À côté de la Sonara, il y a une structure qui est adossée, qui est la SCDP, la Société Camerounaise des dépôts pétroliers. Nous avons pratiquement aujourd'hui dans nos cuves 8000 à 8500 mètres cubes, 1000 mètres cubes de carburant qui permettent à l'État du Cameroun, sur une période donnée, pour le cas d'espèces, même le plus petit des espèces peut nous dire que c'est au moins 6 mois. 3 mois. Bon, je vous le concède, je concède même les 3 mois. Sur cette période, de ne pas ressentir l'impact de ce qui s'est passé à la Sonara. Le Cameroun importe du pétrole. C'est dans la réforme d'extension de la Sonara que effectivement les cuves et les structures qui ont pris feu la dernière fois travaillaient maintenant à pouvoir liquéfier ce pétrole mi-lourd ou lourd en pétrole qui puisse être en produit qui peut être consommé par le contribuable camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, M. Malanga, personne ne vous a coupé. Vous permettez aussi d'avoir cette bienséance, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, parler d'une future ou d'une probable autre ordonnance, je veux dire qu'on ne peut pas lire dans les boules de cristal, nous ne pouvons pas devenir ici des prophètes. Ce que nous faisons, ce sont des projections. Mais lorsque nous sommes sur ces plateaux, comme un copaniste l'a rappelé tout à l'heure, à savoir M. le maire, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de ne pas faire de la spéculation, mais de présenter les faits. De présenter les faits conformes. Parce que pour le cas de l'ordonnance, nous sommes face d'abord à une première problématique qui est juridique. Le président de la République est dans ses compétences. Le débat est clos sur ce sujet. La deuxième chose, est-ce qu'il est possible de pouvoir faire, entre guillemets, je vais prendre le thème, une rectification? Parce que même quand vous prévoyez de faire quelque chose, l'existentiel peut vous contraindre à pouvoir réajuster votre position. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle des bailleurs de fonds, mais on a dit comparaison n'est pas raison. Mais quel est le pays aujourd'hui qui n'a pas un certain taux d'endettement? Je parle ici sous la coupole de quelques économistes. Mais lorsqu'on s'endette, on voit le développement. On ne s'endette pas pour s'endetter. Mais monsieur, pendant que vous vous endettez, quelqu'un a parlé tout à l'heure de la route de Niala. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'à côté de la route de Niala, la nationale qui va de la Dibamba et qui termine au Bic, on ne les voit pas. Vous pouvez permettre. Vous permettre. Non, mais en même temps, il y a la bienséance. Personne n'a été coupé. Non, il faut suivre. Il faut supporter. Non, pas 15 minutes. Il y a un modérateur. Donc, monsieur Sandjo, je veux simplement dire qu'autant on va parler de la route de Niala, mais il serait aussi de bonne foi de dire que d'autres investissements ont été faits dans le cadre des infrastructures routières. Malheureusement, j'ai vu à l'entame de l'émission que vous avez retiré une thématique qui nous avait été proposée, qui était l'énergie électrique. Il y a des investissements colossaux que l'État consent en ce moment pour pouvoir résorber la crise énergétique dans notre pays. Ça fera l'objet d'un débat la prochaine fois. J'aimerais qu'on aborde la deuxième thématique et vous pourrez vous également réagir au débat. Vous avez la minute, vous aurez la minute puisqu'on va avancer dans le débat. Docteur Salmon Ibele, je voudrais qu'on avance avec la deuxième thématique. On n'a pas compris grand-chose pour ce qui est de ce qu'on appelle des précomptes. Mais la presse évoquait cette année qu'en termes d'infrastructures sportives liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et peut-être le CHAN également qui est annoncé en 2020, l'État a déjà déboursé un peu plus de 140 milliards de francs CFA. Cela veut dire quoi quand on parle de précompte d'abord? Premièrement, il est très difficile de continuer un débat sans tenir compte de l'aspect systémique du débat. S'il vous plaît. Restons honnêtes vis-à-vis de nos citoyens. Je pense que vous avez raison, c'est monsieur Malanga Yeke, vous avez tout à fait raison. Il faut rester honnête vis-à-vis de nos citoyens. Par moment, on peut comprendre pourquoi jusqu'ici le doute est installé par rapport à la gouvernance. D'autant plus que des faits assez évocateurs sont là pour nous prouver qu'il y a problème. Coupe des Nations,
ceci, cela, ainsi de suite. Qu'il y a exactement pour le simple fait que le FMI soit obligé d'intervenir, le simple fait que nous soyons un pays pauvre, très endetté, ainsi de suite, le simple fait que nous soyons en déphasage de retard par rapport à un pays qui a moins de potentiel que nous, ce qu'a dit la Côte d'Ivoire, qui a un taux de croissance à 2 chiffres, nous on en est à 4%, je pense qu'il y a lieu plus ou moins. Il y a lieu plus ou moins de se poser des questions par rapport à la gouvernance. Toutefois, ici, concernant plus précisément, il s'agit d'une anticipation. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'État, en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Globalement, c'est pour ça que par moment, il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Comment est-ce qu'on fabrique l'argent? Fabriquer l'argent veut dire créer un projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il y a une banque centrale qui a énormément de papiers qu'on appelle francs CFA. C'est des papiers qui ne sont pas encore argent. C'est à disposition. C'est dans les cales. Le jour où on en veut, on part, M. Malangué ou M. Dupeur va lancer un projet. C'est un projet qui consiste à aller voir tout de suite une banque en lui disant « Je veux 50 milliards de francs ». La banque lui dit « J'en ai pas ». Et elle part emprunter à une autre banque. C'est le marché interbancaire. Dès l'instant où le marché interbancaire n'a plus d'argent, on s'adresse à la banque centrale et la banque centrale voit dans quelle mesure elle va injecter ces liquidités qui vont rentrer dans les caisses globales. Et une fois qu'on aura injecté des liquidités, on vient de fabriquer de l'argent. Et dès l'instant où on a fabriqué cet argent, mais qui a fabriqué cet argent? C'est le promoteur du projet en réalité qui a fabriqué cet argent. Il n'y aurait pas inflation si et seulement si cette somme est injectée et progressivement remboursée. L'État, dans ses prérogatives, est dans une position dans laquelle il voudrait anticiper plus ou moins cela, c'est-à-dire fabriquer artificiellement des revenus pour voir dans quelle mesure cela va se refermer naturellement. C'est l'une des raisons pour laquelle l'État est parfois endetté, mais ça se ferme toujours naturellement parce que grâce à la fiscalité et un certain nombre de choses, ça se met plus ou moins à fonctionner. Ça veut dire que quelque part, à mon avis, il y a lieu de... Certes, vous savez, par moment, je refuse d'être un politique et je respecte tout à fait les politiques parce qu'ils ont énormément de courage, par moment, de défendre l'indéfendable. Mais moi, je voudrais tout de suite dire que je m'inscris comme le reste du peuple et aussi bien par rapport à mon analyse, plus ou moins, dans le doute, depuis quelque temps, par rapport à un certain nombre de faits établis. Je m'inscris également dans le positivisme qui voudrait que, qu'on le veuille ou pas, il y a ici autour de nous, monsieur le maire, ainsi de suite, des gens suffisamment compétents qui demain vont plus ou moins redresser la situation, même si quelque part aujourd'hui, c'est relativement mal parti, avec un certain nombre d'éléments. Malangué, peut-être vous réagissez sur le cas de la Sonara pour dire un mot, mais je voudrais qu'on reste sur le cas des chantiers de la Cannes. On a parlé de ces précomptes-là, je voudrais qu'on s'arrête également là-dessus. Cela veut peut-être dire que désormais l'État semble avoir respecté ses engagements et que les retards qu'on a observés jusqu'ici pourraient connaître une accélération. Vous voyez, les travaux de la fameuse Cannes, la Cannes a été attribuée au Cameroun, je crois, en 2016. Bon, on y a eu combien? En 2015. 2004. 2015. Voilà, merci. Oui, pour 2016 féminin et 2019 masculin. Voilà, donc nous avons eu jusqu'à 2018 pour faire cette étape. Mais si on rentre dans le... C'est pourquoi je disais, quand les gens viennent sur le plateau, surtout des autorités comme M. le maire, au lieu de nous traiter de malhonnêtes, je ne sais pas s'il fait de la projection psychologique, ou M. Mandinga qui dit que nous dansons dans des embrouilles sémantiques. Honnêtement, si on est correct envers soi-même, on peut aussi être correct envers les autres. Tu ne peux pas tenir des propos injurieux comme ce genre. Bon, cela étant dit, chacun a sa façon, chacun a sa façon de présenter les choses. Monsieur Sanjo, donc, 140 milliards de précompte, on veut bien. C'était pour construire combien de stades? Si nous prenons le stade qui est à côté de nous, le stade de Japoma, l'outil lui-même, c'est-à-dire ce sont des complexes
est-ce que tout ce qui va avec le stade, le projet a été bien fait? On peut estimer que ce projet est arrivé à maturité. Il fallait donc créer de l'argent, comme disait monsieur docteur Salomon Ebele, monsieur Ebele, qu'il fallait donc créer de l'argent. Le projet est mature. L'argent a été disponible. Mais on se retrouve seulement avec l'heure de jeu. Les autres complexes inexistants, les voies d'accès. Les voies d'accès, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on pourrait faire, même comment est-ce qu'on peut faire à l'heure où nous parlons pour se rendre au stade de Japoma? Ne parlons pas des autres. Donc, honnêtement, soyons corrects, ayons l'honnêteté de reconnaître parfois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça ne va pas, on ne vient pas ici pour paraître encenser X ou bien humilier Y. C'est tout le Cameroun. Monsieur Mandengue, vous savez qu'aujourd'hui, pour partir de Douala pour Yaoundé, quand on sent qu'on faisait, je crois que c'est 240 km, qu'on faisait à une époque à moins de 3 heures, il faut faire 4 heures et demie. Et quand on perd du temps, on perd de l'argent. C'est la route qui rapporte beaucoup d'argent au Cameroun. 1 heure de perdu sur cette route, c'est beaucoup de milliards de perdus. À l'intérieur de la ville, si était fluide, les voies d'accès étaient fluides, sortir sa marchandise du port pour la mener dans un entrepôt à Ndogbon, quand il faut faire 6 heures de temps ou bien 4 heures de temps le temps c'est de l'argent. Et puis je vais terminer par autre chose. Contrairement à ce que les gens pensent, les banques camerounaises sont sur liquide. Même ce qu'il y a dit, les banques qu'on a créées là, il y a de l'argent, mais les projets matures, il n'y en a pas. Les projets qui créent de l'argent, il n'y en a pas. Donc on est là en face d'une navigation économique à vue. Il faut le reconnaître. Les populations ne ressentent pas tous les gros chiffres que vous donnez. Quand on passe de 4 850 milliards, et par ordonnance, je vais vous permettre, quand on passe subitement à 5 212 milliards, les populations font la différence. Donc il y a une... Parce que pour la date des populations, c'est l'argent qui a augmenté. 362 milliards. Ils vont où? On ne les voit pas. On ne les voit pas. Je suis très gêné par cette réponse. Je vous dis pourquoi. Exactement, lorsque le président de la CAF arrive au Cameroun, nous sommes à la veille des élections. Et on prend une décision. Nous ne savons pas encore que la compétition nous sera retirée. Nous décidons, au cours de la période en question, de lancer un emprunt obligataire. Voilà, en plus. On lance un emprunt obligataire et s'il vous plaît, nous recevons exactement à peu près 30 à 40% plus de la somme que nous avions demandé. Nous nous endettons pour éventuellement couvrir tous les travaux et être capable de faire face immédiatement, sans que nous ne savions pas encore que la compétition nous sera retirée, faire face aux échéances liées à la compétition. Je vous en conjure. Je suis très gêné souvent par la gestion opérationnelle et l'écart qu'il y a entre les décisions qui sont prises, les dispositions qui sont prises et ce que nous faisons de l'argent. C'est-à-dire, comme il a si bien dit, M. Mandengue, l'opérationnalité. Où est parti cet argent qui était dû à cela? Mais des questions, la question des infrastructures de la CAN. Oui, vraiment, en un mot. Je voudrais interpeller M. le maire. Nous sommes dans le cadre. Je voudrais interpeller M. le maire. Votre mairie, je crois qu'elle doit bien se porter. Le dernier CAC, vous avez reçu, ça remonte à quand? C'était combien? C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Bien que j'aimerais qu'on avance, on avance. Vous allez réagir, c'est peut-être là le principe. D'abord sur la question des infrastructures, la CAN, c'est peut-être le sujet qui nous préoccupe. Doit-on se féliciter de ces précomptes-là? Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas qu'on se... Moi, j'ai fait Douala Yaoundé hier. C'est pas 4 heures. C'était 4 heures quand il y avait les travaux partout. Moi, j'ai fait moins de 3 heures. Douala Yaoundé. Là, maintenant, c'est ça qui est concret. Les travaux sont en cours. On vous a pas flashé? On n'a pas flashé. Je n'ai pas besoin qu'on me flash. Je vous assure, Douala Yaoundé, non, je ne vous ai jamais coupé.
monsieur le maire, dites quand même des choses correctement. Vous ne pouvez pas faire Douala Yaoundé en moins de 2 heures. Je vous dis, Moi, je n'ai pas dit moins de 2 heures. En moins de 3 heures. J'ai fait moins de 3 heures. Donc vous avez fait 80 km à l'heure. La route actuellement est pratiquement, à part le revêtement, toutes les buses ont été remplacées. On ne parle pas de buses. Ça permet... Non, attendez, qu'est-ce qui était... Quelle est là vraiment vous trompez le peuple? Ah oui, c'est vrai. La problématique des infrastructures. Si vous faites Douala Yaoundé à 3 heures. Attendez, laissez-moi parler. Parlons des infrastructures. Je parle des infrastructures. Dans le cadre du débat, la route Douala Yaoundé a été mise en chantier et on faisait 5 à 6 heures. Parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait. Il y avait la remise en forme de tout ce qui est bus qui était métallique. Et actuellement, si vous passez, 90% des bus ont été refaites. Donc la circulation est assez fluide. J'ai fait la route hier en moins de 3 heures. Est-ce que le paiement des précomptes, je voudrais qu'on parle de ça, est-ce que le paiement des précomptes là peut véritablement nous rendre optimistes quant à la réception de ces chantiers? Je rappelle que le Cameroun accueille quand même l'année prochaine. Disons que ce que j'observe, c'est que le fait que la CAN a été repoussée, à mon avis, ce qui serait logique, c'est qu'il y ait une redistribution parce que ça permet que l'État n'a pas la pression sur l'argent qu'elle a. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on ramasse. L'État avait mis cet argent pour que la CAN soit faite en 2019. Je crois qu'il y a peut-être une redistribution. Les infrastructures sont en train d'être... Des priorités. Actuellement, hier soir, quand je suis arrivé à l'entrée de... Si vous arrivez à l'entrée du stade, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de construire un rond-point. La semaine passée, j'étais à Douala, c'était pas fait. Donc les choses avancent, soyons optimistes. Soyons un peu, moi je dirais, soyons un peu comme les Chinois. Les Camerounais, arrêtons de trop pleurer. Mettons-nous au travail, c'est de ça qu'il s'agit. Les Rwandais, c'est ce qu'ils ont fait pour changer leur pays. Le président ne changera pas. C'est pas un exemple. On peut actuellement... Je peux déconstruire l'exemple du Rwanda. C'est même pas un exemple pour le Cameroun. On peut prendre ce pays comme exemple actuellement de fonctionnement. C'est ce qui peut arriver au Cameroun. Le gouvernement, c'est ça, c'est son droit. C'est son droit. Et c'est aussi mon droit. Et nous sommes en opération intellectuelle. Ça veut dire que moi, je suis sur le terrain. C'est à nous de faire changer les choses. Ça veut dire que c'est moi dans ma commune, c'est chacun qui... Est-ce que ces précomptes-là peuvent réduire... Je pense que comme... Oui, il faut alors qu'il y ait un suivi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est justement le suivi qu'il n'y a pas. Qui vous dit qu'il n'y a pas de suivi? Puis si on a volé de l'argent pour le... Qui vous a dit ça? Si on vous coupe comme ça toutes les 2 secondes, vous aurez du mal à établir... Je suis habitué. Vous êtes habitué à tromper les gens. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les gens ont le doute dans leur tête, que le président ne travaille pas. Alors, c'est vous qui faites Douala Yaoundé en moins de 3 heures. J'ai fait Douala Yaoundé. C'était un hélicoptère? Non, comment on a fait 200 combien de kilomètres? Personne ne peut faire ça. Monsieur le maire, vous avez la parole. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez la parole. Donc, le Cameroun est en train de bouger. Moi, je fais tout le Cameroun. Le Cameroun est en chantier, rien qu'en termes d'infrastructure. Je suis parti au nord, je suis parti... C'est peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe au Cameroun. Et le Cameroun est vaste. Même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça, c'est ça. Le Cameroun est en plein changement. Il faudrait que les Camerounais se retroussent les manches et se mettent à travailler. Ça fait depuis qu'on a retroussé les manches. Non. Armel, sur la question des fameux précomptes au sein du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, quel est l'orage que vous jetez justement sur l'annonce qui a été faite par des sources proches du ministère des Finances? Est-ce que cela vous rassure quant à la réception de ces chantiers liés à la CAN? Voyez-vous, monsieur Sanjo, je suis ahuré, je suis sidéré et frigorifié d'entendre mes co-panélistes dire ici sur le plateau de miroiter l'emprunt, les 140 milliards de précomptes comme étant une réalisation à louer. Ils sont en train de faire table rase. On ne doit pas faire comme si ces 140 milliards de précomptes interviennent de manière ex nihilo. On ne doit pas faire table rase de ce qui s'est passé pour que le Cameroun n'organise pas cette CAN-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, l'image, les conséquences, n'est-ce pas, que cela peut apporter sur l'image du Cameroun à l'international? Comment est-ce qu'on voit le Cameroun aujourd'hui? Comment est-ce qu'on voit le Cameroun aujourd'hui? Moi, je pense que ces précomptes de 140 milliards là,
ne vont même pas nous permettre, n'est-ce pas, de finaliser les travaux. Pour le simple fait que l'emprunt obligataire qui a été faite n'est pas encore remboursée. Et il faut rappeler qu'on a eu, n'est-ce pas, une somme bien au-delà de ce qui avait été demandé. Mais pourquoi est-ce que cette somme-là n'a pas permis d'avancer sur le terrain? Ça, c'est de 1. De 2, je suis parfois dérangé de la manière dont le système implémente ses politiques de développement. Regardez ces infrastructures de la Cannes, M. Sadio. Nous sommes dans un pays en voie de développement, un pays sous-développé. Et on nous fait importer les infrastructures préfabriquées pour venir construire les stades. Dans un état où les gens ont besoin de travailler. Est-ce que c'est normal? On voit là, n'est-ce pas, un manque de volonté du système de résoudre le sempiternel et traditionnel problème du chômage qui mine le peuple. Est-ce que s'il y avait eu un seul instant une volonté politique, on serait en train d'importer, n'est-ce pas, ces matériels préfabriqués? Est-ce qu'on ne peut pas les fabriquer ici? Cela nous rappelle encore le scandale des ordinateurs du président de la République. Je puis vous rassurer que moi j'ai eu cet ordinateur-là. Mais c'est un ordinateur vide, je dis bien vide, qui ne vaut même pas un téléphone de 15 000 francs en termes de fonctionnalité. Mais lorsqu'on vous dit la somme qui a été décaissée pour fabriquer ces ordinateurs et donner aux étudiants, vraiment c'est un peu de gaz. Je n'ai pas encore fini. Je voudrais chuter en disant que il est grand temps que nous copions les bonnes attitudes. Et je suis content que mon copanéliste de droite, dans ses propos, évoque toujours les exemples des autres pays. En termes d'endettement, il a parlé tout à l'heure qu'il n'y a aucun pays au monde qui est endetté. Mais je veux n'est-ce pas ici, rappeler à ces derniers que les États-Unis, qui est le pays le plus endetté au monde, est aussi le pays le plus développé. Ce qu'on demande, c'est l'adéquation entre l'endettement et les réalisations sur le terrain. À partir du moment où vous vous endettez, le peuple ne voit pas ce pourquoi vous vous êtes endetté. Alors, vraiment, il y a lieu de se poser des questions. C'est pourquoi nous proposons, n'est-ce pas, à ce système qui ne veut pas toujours écouter les propositions venant de l'opposition républicaine comme nous. Nous proposons, n'est-ce pas, d'instaurer la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui va développer cet État-ci. Valérie, sur la question de ces précomptes, on se rend compte qu'effectivement, les chantiers de la Cannes, à un moment donné, c'était le sujet de débat sur tous les plateaux de télévision. On a observé les mouvements d'humeur à répétition des entreprises en charge des chantiers qui indiquaient n'avoir pas perçu leur argent après prestation. L'annonce qui est faite par le Trésor public, et du moins par des sources proches du ministère des Finances aujourd'hui, peut-il rassurer l'opinion sur la réception de ces chantiers à temps? Je pense que, monsieur Sanjo, tout ce qui est fait pour que les prochaines compétitions que le Cameroun abritera, notamment le championnat d'Afrique des Nations en 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, tout ce qui est fait actuellement, c'est pour que, nous soyons dans les délais et que de 2, nous puissions donner la meilleure image possible du Cameroun. Je parle de meilleure image, pourquoi? Simplement parce que j'ai entendu 2 ou 3 choses avant que je ne prenne la parole ici et il est important, M. Sanjo, avec votre permission, que je recadre un certain nombre de choses. Lorsqu'on parle de l'image du Cameroun, je voudrais rappeler à M. Sangou du PUS, et je comprends, c'est une jeune formation politique et qui dit jeune, dit aussi qu'il y a beaucoup de tact, il y a beaucoup de niaque. Je comprends très bien. Vous venez de vous lancer dans cette arène, mais il faut comprendre que avant les émotions, il y a d'abord la raison. Et je vais vous dire ceci. Les Jeux Olympiques que la France est en train d'organiser en 2024, est-ce que vous savez que la France organise ces Jeux Olympiques du fait qu'il y ait des États qui aient désisté? Le Japon a désisté parce que à un moment, l'État japonais a dit cette histoire nous cause beaucoup plus, nous demande trop en termes d'investissement.
l'État de San Francisco, qui était le principal leader de Paris 2024, a désisté. Mais l'impact, ça n'a pas un impact sur l'image de ces États ou de ces pays, pour le simple fait que dans un État, les priorités sont fixées. C'est une organisation, c'est une compétition continentale. Elle engage le prestige de l'État, mais elle n'engage pas l'image de cet État. Nous pouvons même, du jour au lendemain, décider que nous désistons même de l'organisation de cette CAN 2021. Mais je veux rappeler ici quelque chose. Le président ici de la République, son excellence M. Biya, a réitéré ici son engagement fort à pouvoir organiser ces compétitions sur plusieurs axes majeurs. Il vous souvient que ça fait à peine une semaine que le président de la République a renommé un nouveau COCAN pour pouvoir chapeauter l'organisation du CHAN 2020, du CHAN 2021. Il vous souvient ainsi que la semaine... Le président COCAN s'était réuni combien de fois? Vous pouvez laisser que je termine, monsieur Malanguer, s'il vous plaît. Un peu de bienséance. Non, il faut la bienséance. Non, la bienséance impose la discipline. Donc, non, on est dans un débat, mais pas un débat de quartier, monsieur Malanguer. Élevez l'esprit. Monsieur Sandjo, je peux continuer? Ok, bon, je dis donc que à la fin de cette semaine, il y a un certain nombre de responsables qui étaient inclus dans l'organisation de ces compétitions, qui font déjà l'objet d'un certain nombre d'audits en ce qui concerne ce qui n'a pas marché. La deuxième chose, M. Malanguer indiquait, lorsqu'il a pris la parole, qu'en 2015, c'était en 2015 que nous avons eu l'organisation de ces compétitions. Il est bien entendu ici de comprendre la malice. C'est de dire qu'en 2015, nous avons eu, mais en 2019, nous n'avons pas réalisé, il y a un problème. Mais M. Malanguer, vous semblez perdre quelque chose de vue. Le cahier de charge pour lequel le Cameroun a signé, bon, je vous interpelle plus. Le cahier de charge pour lequel le Cameroun a eu la CAN féminine 2016, qui a été reconnue comme la plus belle CAN jamais réalisée en Afrique, parce que ici on semble toujours noircir le Cameroun, rien n'est fait, mais je voudrais rappeler que la CAN féminine a été la plus belle, c'est la CAF qui a dit que depuis que et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé notre compétition qui avait été. Ça veut au moins dire qu'au niveau de pas de la réalisation, mais au niveau moins de l'organisation, le Cameroun a une certaine expertise. Maintenant, le cahier de charge n'était pas le même. Vous savez très bien ce qui s'est passé en 2017 par M. Hamad, qui a imposé un certain nombre de correctifs au cahier de charge, notamment le nombre de participants à la CAN, qui en elle-même engendre un surcoût en termes d'investissement. Ce qui a été fait, c'est qu'effectivement, le président de la République a constaté et a acté qu'il y avait glissement de la date de la CAN. Et après avoir acté ce glissement de la CAN, aujourd'hui, le paiement de ces précomptes démontre deux choses de façon globale, M. Sandjo. Ces sommes payées aux entreprises démontrent que, contrairement à ce qui est dit ici, l'État du Cameroun reste et demeure solvable. L'État du Cameroun tient ses engagements. L'État du Cameroun, à travers le président de la République, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on cherche à démontrer, a toujours... C'est bien de tenir ses engagements, qui s'assure du suivi des chantiers. C'est bien de payer les entreprises en charge de ces différents chantiers, mais il faut encore réceptionner ces chantiers. Monsieur Sandjo, c'est pourquoi tout à l'heure j'étais un peu ahuré. On a comme l'impression qu'il y a une nouvelle race de Camerounais qui n'est née que pour critiquer. Moi, j'ai été, ça ne fait pas 3 jours, monsieur Sandjo, j'ai été au niveau, dans le cadre des activités professionnelles que nous avons, au niveau du site de Japoma. Monsieur Sandjo, allez-y. Vous pouvez. Les routes sont déjà tracées. Le complexe en lui-même est pratiquement à 90%. C'est un joyau. Nous devons nous enorgueillir. Que de venir tout le temps crier, puisqu'il y a encore 5 ans. Des Camerounais estimaient effectivement que nous avons un retard sur le plan des infrastructures sportives. Aujourd'hui, l'État du Cameroun est en train de se doter de ce qui se fait de plus beau actuellement en Afrique. Il faut le dire, lorsqu'on est Camerounais, ayons aussi quand même l'aimabilité de savoir reconnaître ce qui est fait. Maintenant, pour le reste, M. Sandjo, vous ne nous avez pas conviés ici. Vous ne nous avez pas conviés ici, là. Non, vous prenez la parole plus de 10 minutes, personne ne parle. Oui, je dis ceci. L'idée a failli presque partir. C'est qu'il faut qu'on sache une chose. Ces sites-là qui sont faits actuellement, que ce soit au plan des réalisations, j'ai entendu des choses, on a importé
des matériaux préfabriqués. Mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, sur ces chantiers, nous voyons des Camerounais, nous voyons des chefs de famille travailler, nous voyons la plus-value qui a pu être amenée. On peut maintenant décider ou bien dire que des choses auraient pu être faites autrement, mais n'enlevons en rien, comment on appelle ça, n'enlevons en rien la motivation que nos pouvoirs publics ont à pouvoir tenir les délais. Je vais simplement terminer en disant que votre sujet, le sujet, la thématique qui est en place n'est pas la justice. Nous ne sommes pas ici pour auditer. Parce que certains ont décalé, ils veulent même déjà faire l'audit. Non. Laissons l'État du Cameroun, le président de la République, après avoir pris acte et après avoir nommé un nouveau COCAN, a tiré un certain nombre d'enseignements. Maintenant, sur ce qui est de la gestion des infrastructures, vous n'allez définitivement une analyse sera faite et elle sera faite froidement. Et les responsabilités seront tirées. Je vais évacuer quelques SMS parce qu'ils sont très nombreux à nous suivre également ce dimanche. Bonjour le panel, le gouvernement doit changer de stratégie pour bien organiser la CAN. Sinon avec la mauvaise gouvernance, on ne peut pas organiser une CAN, manque de route. C'est signé Boubacar Sidiki de Bagnou qui nous a écrit ce message. Je vais en évacuer quelques-uns. Bonjour le panel, je voudrais juste dire aux Camerounais que le RDPC a échoué dans tous les plans. Et ils passent leur temps, dit-on, à acheter les consciences. Indiki depuis je crois, Yaoundé qui nous a écrit ce message. Autre message ce dimanche. Bonjour, le docteur Rebella a bien expliqué le processus de création monétaire. En plus, voilà, ça arrive très rapidement. J'espère pouvoir retrouver ce SMS. Bonjour le panel, je voudrais savoir si l'incendie survenu à la Sonara il y a quelques jours pourrait avoir un coup dur sur l'économie nationale. Je crois que Mandinga a essayé d'apporter une réponse en indiquant qu'on avait des prévisions en termes de contenu, je crois, au niveau de la SCDP qui permettent au Cameroun de pouvoir du moins assurer l'approvisionnement durant les 3 prochains mois. Monsieur l'architecte, soyez sérieux dans vos propos, c'est impossible de faire Douala Yaoundé en 3 heures. Je fais Douala Matom, 70 km dans mon véhicule à 1h20. Sachez que le remplacement des bus n'a rien à voir avec le ralentissement, c'est la qualité de la chaussée qui est vieillissante. C'est Cédric, ingénieur en génie civil, qui nous a également écrit ce message. Bonjour, le monsieur du RDPC, restez tranquille. Il vit au Cameroun, hein, rassurez-vous. Douala Yaoundé en 3 heures, ça fait rire cette dame qui nous a écrit également ce message. Je confirme qu'en ce moment, le trajet Douala Yaoundé se fait en moins de 3 heures. C'est Joseph Essam qui nous a également écrit ce message. Bonjour le panel, le travail fini est égal à argent plus travaux effectués. Ce n'est pas dur de comprendre cela. Salmon et Bellet, je reçois quelques messages, mais on va évoluer dans le débat. Vraiment en un mot sur la question de ces précomptes-là, j'aimerais finalement qu'on en sorte. On parle d'indicateurs de gouvernance, on parle également d'indicateurs du respect de la parole donnée ou des engagements tenus. Le Cameroun, à travers justement ces précomptes-là, visiblement, tient à respecter et honorer ses engagements. C'est un bon signe, mais est-ce que la suite ne devrait pas être la surveillance de ces chantiers pour une réception en date? Tout simplement, dans le jargon économique, le suivi du projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un état de lieu, qu'on dégage des responsabilités et que derrière, qu'on sache plus ou moins, qu'on soit capable de suivre le projet en essayant de voir dans quelle mesure, quelle somme sera utilisée et qui en sera plus ou moins responsable. Il est incontestable que, s'il vous plaît, je vais dans le sens de M. Mandingue, s'il vous plaît, au lendemain de ces infrastructures, le Cameroun, je pense, sera le 4e, après l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud, nous serons le 4e pays africain avec autant d'infrastructures. Bravo pour le régime en place, c'est formidable. Maintenant, il reste un facteur fondamental, c'est qu'en fait, au regard de ces précomptes, qui sont en réalité un deuxième élément du financement de ce projet, parce que ce projet avait été entre guillemets entièrement bouclé et financé par rapport à un emprunt obligataire. Oui. Maintenant, cela n'a pas été le cas. Espérons que le suivi du projet ne nous permettra pas d'aller vers du précompte en question, à un autre précompte, tout simplement à un autre emprunt obligataire. J'espère que des responsabilités seront dégagées et que demain,
les mêmes causes ne vont pas entraîner les mêmes effets. Mais pour répondre clairement, c'est une bonne chose pour une fois parce que tout simplement, en tant que Camerounais et par orgueil, vraiment il faut qu'on en sorte. Malagayeki, un mot sur justement ces précomptes-là. Vous semblez ne pas être satisfait par cet engagement et pourtant il s'agit de respecter l'engagement contractuel. Vous dites un mot là-dessus et puis un mot rapidement sur la troisième thématique, sur la session qui s'ouvre. Faut-il en attendre grand-chose au niveau de l'Assemblée nationale? Allons-y, accélérons le pas. Je veux dire simplement que personne ici, de bonne foi, ne pourrait dire que dans le couple des nations des femmes, ça n'était pas une bonne couple. Parce qu'elle se jouait sur des stages. N'est-ce pas? Elle a été bien coupée. Mais depuis, je voudrais savoir, quand on parle, j'ai entendu quelqu'un dire ici que bravo à tout ça, quand on parle, tous les ans, il y a un budget d'investissement public. À quel pourcentage il est réalisé? Qui vérifie les réalisations? Bien, si on faisait ces réalisations, le Cameroun serait, depuis peut-être 10 ans, on vérifiait le budget d'investissement public et qu'on vérifiait, on suivait, le Cameroun serait nettement très plus beau, 10 fois plus loin que là où on en est aujourd'hui. Et de deux, Il était monsieur, très mauvais il y a quelques années. voilà. Donc, Et monsieur, depuis l'année dernière, les taux de réalisation se sont nettement améliorés. très bien. À un moment, il ne faut pas forcément... Très bien, très bien. Oh, Oui, d'accord. Quand on parle du Cocan, j'ai entendu un de vos confrères, M. Martin Mime, celui qui a eu la radio, Martin Camille qui disait qu'il était membre du Cocan et qu'il n'a jamais assisté à une seule réunion. Maintenant, on nous nomme un Cocan plus, n'est-ce pas? Or, on n'a pas déjà évalué le Cocan, on nomme un Cocan plus. Il y a des gens sur le plateau qui disent que c'est sûr. Non, l'évaluation est en cours, monsieur. Un audit est en train d'être fait. Si vous avez suivi l'actualité cette semaine, il y a un certain nombre de responsables dans l'organisation de cette CAN qui sont déjà en train d'être auditionnés, monsieur Malaguet. Ça ne va pas aller au rythme que vous voulez. C'est quand même un état. Bon, je fais un peu du monsieur Malaguet, il le fait tout le temps. Ce qui est désigné. Bon, je ne sais pas, on ne sait pas très bien quoi il a fait. Et puis j'ai entendu parler de plus-value. Quand on importe tout pour la construction des stades, même l'eau. Parce que ce qu'on met dans les préfabriqués, même l'eau, elle est achetée ailleurs. On vient, on nous dit... Mais c'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? La faute de qui? De nous-mêmes. De vous-même, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir une fabrique de préfabriqués? Vous avez lancé un appel d'offres à... Non, on n'a pas besoin. Quand Dangote vient s'installer au Cameroun et il crée un truc, qu'est-ce qui vous empêche, vous les Camerounais, d'investir dans ce pays? Monsieur le maire, vous... On ne risque pas de dire un mot sur le troisième sujet. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous savez, vous ne pouvez pas me déstabiliser. Vous n'êtes pas... Je ne vous déstabilise pas, mais je suis étonné seulement. Je veux dire que vous n'avez même pas encore le chiffre de CAC. Qui vous a dit ça? Vous ne les avez pas. Qui vous a dit ça? Comme vous faites Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc, je veux dire... Qui vous a dit ça? Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien sur les CAC. Ça ne peut pas être une plus-value. Vous ne connaissez rien sur les CAC. Parce qu'on pouvait faire cette chose-là. Rien ne vous empêche d'ouvrir, de créer des emplois au Cameroun. Vous en avez créé combien? Moi, j'en ai créé. Rien que dans ma commune, j'ai 20 personnes. Dans votre commune? Dans ma commune, j'ai 20. Et vous avez combien? Le personnel de... Moi, je ne suis pas maire. Mais vous n'avez pas besoin d'être maire. Le personnel de votre maire. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Monsieur Malaguet, un mot sur la session qui s'ouvre. Chacun peut créer un emploi dans ce pays. Il n'y a pas eu de plus-value dans l'importation des produits de préfabriqués parce qu'on pouvait créer des emplois ici. Bon, monsieur le maire a créé 20 postes administratifs dans sa mairie. Il trouve que c'est formidable. Très bien. Et j'en ai créé dans ma société. Un mot sur la session. Est-ce qu'il faut en attendre grand-chose? On sait que c'est dans vous aussi, vous devez en créer. Est-ce qu'il faut en s'agit au attendre Cameroun? grand-chose? On ne doit pas tout apprendre du président. Vous aussi, créez des emplois. Monsieur Malaguet, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je laisse évacuer son énergie négative. Non, ce n'est pas une énergie négative, c'est des conseils dans le bon sens. Je vais devoir avancer. Je vais avancer parce que là, on est pris par le temps. Si on parle en même temps, le téléspectateur... En un mot alors, s'il vous plaît, en un mot. Est-ce qu'il faut en attendre grand-chose? On sait le contexte. Pour ce qui est de la prochaine session, c'est une session qui est spécialisée dans la confection des lois. Parce que la session de novembre, décembre, c'est une session budgétaire, celle de mars. Est-ce qu'au regard du contexte dans lequel va se tenir cela, il faut en attendre grand-chose? En dehors de l'examen et l'adoption des projets. Vous savez, au Cameroun, on nous a appris, le président de la République a même pris des engagements que ses collaborateurs lui ont fait mentir. Donc nous attendons. Oui, monsieur, le président de la République a pris un engagement, ses collaborateurs lui ont fait mentir.
pour le glissement. Lequel? Non, je prenais un engagement que la coupe et les infrastructures seraient livrées à date. Non, le jour dit. Le jour dit, hein. Oui. Ouais, mais c'est très bien. Bon, donc monsieur, pour la session de juin, nous espérons que les députés... Monsieur Bieteke, vraiment en un mot, la réalisation nous fait des grands signes. D'abord, sur la session rapidement. Vont faire un mot sur la session, parce qu'on va sortir de cette émission. Moi, je pense que sur la session, l'État fonctionne. Donc, l'État fonctionne. Il faut que ce soit clair. Le président fonctionne. Les parlementaires vont faire leur travail. Vous vivez sur la planète Lune. Nous vivons au Cameroun. Les parlementaires vont faire leur travail. Ils vont élaborer les lois. Et nous aurons, et moi en tant que maire, ça me fait beaucoup plaisir. Nous aurons notre décentralisation. Vous avez résolu le problème de Moutmout. Ça va venir. On n'a pas de Moutmout déjà chez nous. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le chez moi. Ça veut dire que les parlementaires, je suis convaincu que les parlementaires feront leur travail. Ils auront leur... Parce que le président est en train de mettre son programme pour lequel il a été élu. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre les résolutions qu'il faut pour que la décentralisation soit effective. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un problème. Ce qui veut dire qu'ils vont prendre les décisions qu'il faut pour que vraiment le peuple que vous supportez... C'est terminé, malheureusement. C'est terminé. Vous avez compris. Je voudrais vous accorder une minute, mais la réalisation commence à nous indiquer que ça va sortir. Je n'arriverai pas à vous donner même une seule seconde, malheureusement. Peut-être qu'on remettra ça à la semaine prochaine. Je voudrais rapidement remercier Valérie Mandega qui est venue pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu ce dimanche. Docteur Salman Ebele, économiste, était avec nous ce dimanche. Merci d'être venu. Je remercie Ahmed Sango qui était là pour le peuple uni pour la rénovation sociale. Vous êtes doctorant chercheur en sciences politiques à l'université de Douala. Merci d'être venu ce dimanche. Je remercie également Georges Christian Bieteke qui était là comme secrétaire général de l'Ordre des architectes du Cameroun. Il est également le maire de Nikipo. Je voudrais également dire merci ce dimanche à Malinga Yeki qui était là pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Merci pour vos multiples contributions à cette émission. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.